Un nouveau délit de provocation à l'abandon de soins a été créé par l'Assemblée nationale. Toute personne qui en inciterait une autre qui est atteinte d'une pathologie à abandonner son traitement thérapeutique en lui présentant cet abandon comme bénéfique pour sa santé pourra être punie d'1 an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Bonsoir Brigitte Lizaud. Bonsoir. Vous êtes députée de la 4e circonscription du Nord, membre du groupe parlementaire Renaissance, rapporteur de ce texte de loi pour donc renforcer la lutte contre les dérives sectaires dans le domaine de la santé. Un texte consensuel sur le papier, mais qui a provoqué des remous à l'Assemblée nationale. En quoi ce nouveau délit de provocation à l'abandon de soins était-il nécessaire selon vous ? Eh bien parce que il y avait un vide juridique. Cette loi a été proposée à la fois pour mieux sanctionner et puis pour créer des nouveaux délits. Donc en particulier le délit de suggestion, qu'on pourrait peut-être communément appeler emprise pour le plus grand public. Et puis l'article 4 que vous évoquez, donc là c'est la provocation à l'abandon de soins. Alors il y a une partie de vos collègues députés à l'Assemblée nationale qui considéraient, eux, que certaines dispositions du droit, notamment autour du droit de la santé ou encore l'abus de faiblesse, pouvaient couvrir les dispositions, les cas que vous avez relevés. Donc pour vous, le droit dans l'état actuel, puisque la loi a été adoptée à l'Assemblée nationale mais pas encore au Sénat, il n'est pas assez sécurisant pour les personnes qui pourraient être victimes de cette emprise? C'est exactement cela. On a renforcé l'arsenal juridique pour les magistrats de façon à mieux juger, mieux sanctionner, donc avec la création de ce délit de suggestion et d'incitation à l'arrêt des soins qui était... Je vais vous donner juste un chiffre très parlant. En l'état actuel des choses, avec le code pénal actuel, il y a environ 2000 signalements par an à la Miviludes et il y a 15 sanctions. 15. Donc la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Et donc vous dites seulement 15 sanctions. Pourquoi ? Parce que du coup le droit n'était pas adapté. Voilà, pas suffisamment d'arsenal juridique adapté au délit de suggestion, qui est différent de l'abus de faiblesse. Alors l'un n'empêche pas l'autre, mais ça ajoute encore le délit de suggestion. Et pour comprendre un petit peu de quoi on parle, Brigitte Lizaud, on parle donc de tous ces personnes sur Internet principalement qui vantent des régimes, des solutions médicinales miracles, un peu pour guérir. Vous avez rencontré des victimes, vous, dans votre travail parlementaire. Elles ont témoigné de l'emprise qu'elles avaient vécue ou que des proches ont vécu? Tout à fait. Alors effectivement, c'est plutôt des proches, puisque les victimes ne s'identifient pas toujours elles-mêmes comme victimes, tellement elles sont sous emprise. Et on peut parler de gourous, sans se cacher derrière les mots, parce que véritablement, une fois que l'emprise a été mise, il n'y a plus rien d'autre qui existe dans la vie de ces personnes que la parole du gourou. Alors, une partie de l'opposition vous accuse par contre de vouloir bâillonner les lanceurs d'alerte et on a beaucoup invoqué la figure d'Irène Frachon, la pneumologue qui a révélé le scandale du Mediator, qui, selon l'opposition parlementaire, n'aurait pas pu alerter l'opinion publique si votre loi avait déjà été en vigueur. Votre loi, elle bâillonne les lanceurs d'alerte ou c'est une mésentente, on va dire, avec vos collègues? Absolument, je récuse totalement le risque d'altérer la possibilité aux lanceurs d'alerte d'alerter justement. Et d'ailleurs, ça a été clairement mis dans la dernière version de cet article 4 à 2 reprises. Donc Irène Frachon, et j'en profite pour la remercier ici, on a besoin de personnes comme elle, ne serait absolument pas intéressée par cette loi. Et puis, Irène Frachon, que je sache, n'a jamais encouragé à l'arrêt d'un traitement en proposant un autre. Donc on n'est pas du tout dans ce domaine-là. Et pour revenir un petit peu sur les critiques que vous faites de ces médecines présentées comme alternatives, on cite... Excusez-moi, je vais vous couper parce que j'aime pas trop qu'on dise médecine, on va peut-être dire des pratiques. Pratiques alternatives, si vous voulez. En tout cas, on cite souvent les exemples du jus de légumes, du crudivorisme, ça paraît presque caricatural. Il y a vraiment des gens sur Internet qui préconisent d'arrêter
une chimiothérapie, d'arrêter un traitement contre le diabète et de remplacer ça par du jus de carotte? Absolument, et ça va même jusqu'au jeûne hydrique, ça veut dire plus rien, pendant plus aucune boisson, parce que on meurt de soif avant de mourir de faim, et le jeûne hydrique c'est 4 à 5 jours. Et pourtant, on peut lire aussi beaucoup d'avis de médecins, parfois très installés, qui préconisent de changer son régime alimentaire pour être en meilleure santé. Là, on est dans une toute autre dimension, donc. Alors là, oui, il faut pas comparer parce qu'effectivement, on n'est pas du tout dans le même domaine. Et ces médecins qui préconisent de changer l'alimentation pour des raisons qui leur appartiennent ne demandent pas un arrêt de traitement en parallèle. Brigitte Lizaud, députée Renaissance du Nord et rapporteure donc de cette loi contre les dérives sectaires. Vous l'avez évoqué, hein, on a une multiplication des alertes auprès de la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. On parle de plus 30% de signalements ces dernières années. Comment est-ce qu'on explique cette hausse des signalements? Il y a plus de gourous, il y a plus de gens qui sont fragiles, sensibles? Ça a été très marqué au moment de la crise sanitaire. Je pense que chacun a pu faire un peu d'introspection, a eu du temps pour réfléchir et s'est peut-être laissé tenter par des propositions qui étaient faites sur Internet ou ailleurs, hein, d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là qu'on on a vraiment vu un pic. Et avec la santé, mais aussi le mieux-être, la relaxation, la méditation. Donc, je ne stressise rien, mais je veux juste que les personnes soient le plus vigilants possible. Il y a un manque d'éducation scientifique en France où on n'arrive pas à démêler un petit peu, les citoyens n'arrivent pas à démêler une parole médicale qui serait appuyée par des années d'études et à l'inverse quelqu'un qui se baserait sur des choses un petit peu plus farfelues. Ouais, je pense qu'il faut se remettre en situation. Vous savez, les personnes qui se laissent tenter, parce que les discours sont très tentants, qui se laissent tenter ont une vulnérabilité à l'instant T. Ça peut être la santé, mais ça peut être un problème affectif, un divorce, un problème professionnel. Et c'est juste le bon moment où ils rencontrent, je dirais, la mauvaise personne. Et là, on perd tout libre arbitre. Donc, ça n'est pas seulement l'éducation. Je pense que s'il y a un sujet sur l'éducation, c'est l'éducation à la vigilance. Et je voulais vous demander aussi, Brigitte Lizaud, parce que on parle des victimes depuis tout à l'heure, mais ces situations d'emprise, elles ont aussi un impact considérable sur les familles, sur les proches. Comment, lorsque l'on est proche de quelqu'un et qu'on voit qu'elle est en train de tomber dans une situation d'emprise, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut l'aider? Alors là, le réflexe à avoir, c'est de s'adresser à une association. Vous avez ici à Lille le CAFES, que je connais bien et avec qui je travaille depuis longtemps. Effectivement, les personnes sont désemparées. Moi, j'ai eu le témoignage d'un mari qui ne reconnaissait plus ni la mère de ses enfants, ni sa femme. C'était une personne qui, toutes les 2 heures, regardait son téléphone parce qu'elle avait des indications à suivre toutes les 2 heures. Et il s'est complètement trouvé démuni. Il n'a pas tout de suite identifié. Mais un jour, le mot secte, donc dérive sectaire, a été prononcé et il s'est adressé à une association, donc le CAFES, et le CAFES a pu sauver cette personne. Donc c'est un combat que vous menez depuis plusieurs années déjà, cette vigilance face aux dérives sectaires? Depuis le début de mon premier mandat, effectivement. On a donc ce texte est donc passé à l'Assemblée nationale il y a 2 semaines. Il a été adopté. Maintenant, c'est au tour des sénateurs de l'examiner. Alors, c'est l'inverse. Cette fois-ci, ça a d'abord été examiné au Sénat. Donc, il y avait eu des suppressions d'articles que j'ai fait réintégrer à l'Assemblée nationale. Donc maintenant, on est dans la phase commission mixte paritaire. Qui devrait arriver la semaine prochaine ou dans 15 jours, donc, assez vite. Donc on peut espérer une mise en application du texte d'ici la fin du mois. Si la commission mixte paritaire est conclusive, oui. D'ici la fin du mois de mars, puisqu'on est encore le 26 février. Si ça n'est pas le cas, il faudra une deuxième lecture à l'Assemblée.
À 18h21 sur RCF Hauts-de-France. Mon invité ce soir est Brigitte Lizaud, députée du Nord de la majorité présidentielle. Alors, puisque vous êtes dans ce studio, c'est aussi l'occasion de parler un petit peu de l'actualité. Samedi, le Salon de l'Agriculture a ouvert ses portes à Paris avec une inauguration houleuse pour Emmanuel Macron tout le week-end et encore ce matin. L'opposition a accusé le président de la République, je cite, d'attiser la colère des agriculteurs. Alors Emmanuel Macron a-t-il bien fait de se rendre au Salon de l'Agriculture cette année ? Bien sûr, c'est évident. Est-ce qu'on peut imaginer un président de la République qui n'irait pas inaugurer le Salon de l'Agriculture ? C'est absolument impossible. Et alors, aux oppositions, je répondrai que dans le Nord, on a toujours un œil et une oreille sur la Belgique et Bruxelles est envahi par les tracteurs et ça n'est donc pas un sujet français uniquement, mais un sujet européen. Donc le président a fait des propositions qui ont été entendues. Auparavant, il y avait déjà eu beaucoup de choses de faites, puisque moi j'avais rencontré les agriculteurs de la région. On parlait du GNR, on parlait de la simplification, on parlait de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs. Et point par point, on répond. Et en tout cas, le président l'a encore fait samedi aux attentes des agriculteurs. Et justement, vous parlez de vos rencontres avec les agriculteurs. Vous êtes sur la 4e circonscription du Nord, donc qui comprend une partie de l'ouest de la métropole lilloise, notamment le Vieux-Lille, la Madeleine, Lambersart, mais aussi des communes plus rurales, avec des petites exploitations à Quesnoy-sur-Deûle ou Arneton, par exemple. Quelles sont un peu les demandes qu'ils vous ont fait remonter, ces agriculteurs qui, pour certains, sont des maraîchers avec des petites surfaces qui ont donc une situation qui est un petit peu différente des plus gros exploitants qu'on peut retrouver ailleurs dans la région. Alors moi, j'ai rencontré les représentants des jeunes agriculteurs et de la FDSEA, donc la Fédération départementale. Les revendications sont les mêmes, avec un petit plus parce que la proximité avec la Belgique peut aussi encore les fragiliser si les règles ne sont pas les mêmes pour tous. Il y a toujours ce problème de concurrence entre pays européens. C'est cela. Et vous avez prévu d'y aller, vous, Brigitte Lizaud, au Salon de l'Agriculture ? Absolument, j'y serai demain matin. Et d'ailleurs, j'irai sur le stand Saveur en Or, qui fête ses 20 ans, il me semble. Et puis, j'irai évidemment à la rencontre des agriculteurs du Nord. C'est un rendez-vous que vous avez tous les ans ? J'y vais tous les ans, oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous pousse à y aller, justement, puisque, comme on le disait, vous êtes sur une circonscription où il y a pas non plus beaucoup d'agriculteurs, vous pouvez aller les rencontrer en direct. Pourquoi est-ce que vous allez vous les rencontrer donc à Paris ? C'est une occasion et de les voir dans un autre contexte et puis de les voir rassemblés. C'est plus simple que d'aller dans chaque exploitation ici dans la circonscription. Brigitte Lizaud, la semaine dernière, le résistant communiste arménien Misak Manouchian est entré au Panthéon. C'était le premier étranger, le premier communiste résistant à entrer au Panthéon, à recevoir les honneurs donc de la République française. Et vous soutenez la panthéonisation de Martha Desrumeaux, qui est une résistante, également communiste de la vallée de la Lys, qui a une vie assez exceptionnelle. Elle a été leader de la CGT dès son plus jeune âge, arrêtée par la Gestapo en 1941, déportée à Ravensbrück. Elle a ensuite été élue députée. Où en êtes-vous dans ce combat pour en faire une future panthéonisée, une figure de la République française ? Alors, la panthéonisation est un long chemin, donc j'avais été sensibilisée par l'association bien sûr des Amis de Martha Desrumeaux, mais aussi la municipalité de Comines, puisqu'elle est originaire de Comines. J'avais donc proposé d'écrire au président de la République et mon premier courrier était en novembre 2022. J'ai reçu une réponse en disant que c'était dans les papiers que le cas était à l'étude, et puis ensuite j'ai réécrit en novembre 2023 parce qu'il y a une école, l'école Saint-Chrysole de Comines toujours, dont les élèves ont fait un travail fantastique autour de Martha Desrumeaux. Ils ont fait une pétition, donc j'ai collecté tout ça et j'ai envoyé à l'Élysée et j'ai eu aussi une réponse très aimable. Alors, je ne m'attends pas à avoir quelque chose immédiatement, mais en tout cas,
Moi, j'ai fait ma part de travail, j'ai fait ma part du colibri. Et vous pensez que la panthéonisation de Missak Manouchian la semaine dernière, ça peut ouvrir une nouvelle porte, ça ouvre justement le Panthéon à des profils un petit peu plus marqués politiquement à gauche? Alors, c'est possible. Après, je ne connais pas toutes les personnes qui seraient en voie ou en lice pour la panthéonisation, donc c'est un peu difficile de répondre à cette question. Néanmoins, moi, j'ai trouvé que effectivement, cette femme, vous l'avez évoqué, à la carrière, à la vie tout à fait incroyable, méritait bien d'être reconnue par la nation. Et il y a toujours 7 femmes pour 76 hommes au Panthéon. Visiblement, il y a encore du chemin vers la féminisation. Ça représenterait quoi pour vous, l'entrée de Martha Desrumaux au Panthéon, l'arrivée de cette 8e femme éventuelle? Bien, vous l'avez dit, bon, d'abord une femme du Nord, restons chauvins jusqu'au bout, une femme, une ouvrière, une femme qui a été déportée, qui a osé, une femme politique, une femme communiste, une ouvrière au Panthéon. Moi, je trouverais ça absolument fantastique. Vraiment. Et vous êtes engagée, vous aussi, Brigitte Liso, dans un combat pour l'égalité homme-femme. C'est un des sujets d'actualité qui vous tient à cœur. Ça s'inscrit, cette participation à ce mouvement autour de Martha Desrumaux, ça s'inscrit dans votre engagement pour cette égalité? Ouais, ça me motive encore plus, bien évidemment. Alors, si ça avait été un homme du Nord avec effectivement des qualités qui auraient pu être... il aurait pu être éligible au Panthéon, je l'aurais probablement fait. Mais le fait que ce soit une femme me motive encore, me surmotive. Brigitte Liso, députée du Nord, cet entretien touche doucement à sa fin. Vous étiez avec nous pour revenir donc sur ce projet de loi de lutte contre les dérives sectaires qui doit arriver en commission mixte paritaire dans les jours à venir. Quelle est un petit peu la suite une fois que ce texte sera adopté? Vous allez continuer le combat contre les dérives sectaires et toutes leurs différentes formes? Ah oui, non mais là on a juste pointé du doigt tout ce qu'il y avait, les pratiques sectaires autour de la santé, mais il y a aussi beaucoup à faire en termes d'éducation dans le milieu sportif, où là aussi il y a des écoles qui mériteraient d'être fermées en France. Des écoles hors contrat donc? Hors contrat, oui. Et qui sont qui ont c'est quoi? C'est les méthodes d'éducation, c'est ce qui est enseigné aux enfants, c'est la manière dont on leur enseigne qui pose problème? C'est un tout, parce que quelquefois ce sont des écoles sous contrat, donc il faut vraiment être très vigilant. Et effectivement, peut-être des sanctions, des privations, des obligations pour ces enfants et surtout peut-être une coupure de tout le réseau social. Et je ne parle pas des réseaux sociaux numériques, mais de tout contacts sociaux. Qui est une des formes donc de l'emprise sectaire. Merci beaucoup Brigitte Liso d'avoir été avec nous pour cette émission. Cet entretien est à retrouver bien sûr sur notre site internet rcf.fr, mais aussi en vidéo dès demain sur notre chaîne YouTube RCF Hauts-de-France.